C'est Fabéul dans le Fabuleux Show, le seul podcast où l'on parle de l'échec autrement. Nos invités viennent nous raconter un épisode marquant de leur vie. En parler, c'est bien, c'est même courageux. Et en rire, c'est encore mieux. From Fabulous to Fabulous, ça part. Bienvenue à toutes et à tous, c'est le premier épisode du Fabuleux Show et je suis trop content, on est avec Hul. Salut tout le monde. Notre premier invité, il s'appelle Alex. Son échec sera sportif. On parle d'une course, une course interminable. Même en voiture, on n'a pas envie de la faire. Est-ce qu'il va la finir? C'est bien ça la question. Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé durant cette course interminable? Rien que d'y penser, je suis fatigué, moi. Je sais pas pour toi, Elric, mais c'est cata. Mais c'est un calvaire. Et notre invité est là. Alex, bienvenue, t'es notre premier invité. Comment ça va? Merci à vous les gars d'avoir pensé à moi et puis très heureux de participer à vous pour cette grande première. Plaisir partagé, évidemment. Donc, Alex, t'es venu nous raconter un échec, on dira plus une galère ou une épreuve. Vraiment, je pense qu'en fait, les trois mots conviennent à ton histoire, qui, comme on l'a dit, est une épreuve sportive auquel t'as participé l'année dernière. Est-ce que tu peux nous en dire plus, sans spoiler, évidemment, ce qui s'est passé? Déjà, pour remettre un petit peu dans le thème, c'est quoi cette histoire de course-là? Cette histoire de course, c'est une envie de courir après avoir fait quelques années dans le foot. Et après un 10 km, semi-marathon, marathon, envie de voir un peu plus. Je me suis inscrit sur une course avec un nombre de kilomètres incalculable et grosse galère. C'est beau. Avant de rentrer dans le vif du sujet, là, Ulrich, il a été fouiller ton Wikipédia. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'Alex, tu as 33 ans, tu vis à Brest, tu es chef d'entreprise. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait rajouter à ce micro Wikipédia? Je me suis associé à mon ancien patron pour arriver sur Brest dans mon domaine. Tu fais quoi à Brest? J'ai une société en négociant de parquet. On a un showroom de parquet, on vend aux professionnels, aux particuliers, plutôt bois. Donc je suis arrivé il y a environ 4 ans sur Brest. Il restait encore un chouï de Covid. Et puis lancement de la boîte avec tout ce que ça comporte et puis la vie de famille à côté. Eh ben écoute, parfait, on en sait un petit peu plus sur toi. On m'a dit que tu avais le plus beau parquet de Brest, voilà. Tu me dis si je me trompe, mais voilà, on m'a dit côté parquet, c'est là où il y a le plus de choix, c'est le plus beau. Est-ce que c'est bien résumé? C'est très gentil en tout cas. Quand on peut placer un petit coup de pub pour les copains, ça part. Je propose qu'on commence à parler de cette fameuse histoire, épreuve que tu as vécue. C'était quand et c'était quoi exactement cette course? Fin juin 2024, Ok. course de 175 km, course de l'ultramarin à Vannes. Donc c'est un ultra trail sans trop de dénivelé positif. Ça c'est la particularité de cette course. Départ 19h le vendredi soir. Et puis on va débriefer de tout ça ensemble. Dans un premier temps, ce que j'aimerais savoir, c'est à quel moment est-ce qu'on se dit, tiens, il y a une course à pied de 175 km, je vais m'inscrire. Après, j'ai toujours fait énormément de sport. Pour moi, c'est aussi un équilibre, comme pour beaucoup d'ailleurs. Certains vont penser que c'est excessif de faire autant de kilomètres. Moi, je le prends un peu pour mon psychologue, tu vois. Je vais pas de prendre de séance, mais après une épreuve comme ça, après des semaines et des semaines d'entraînement, j'estime qu'on se connaît un peu mieux et ça me sert dans la vie de tous les jours, professionnellement, amicalement, dans mes rencontres. Voilà. Et avant ça, c'était quoi la plus grosse distance que tu avais fait? J'ai déjà participé à l'ultramarin en 2019. J'avais fait le 59 km. Ah ouais, facile. Ah, mais c'était l'échauffement, ça. 59. Facile. J'avais fait un top 50 à l'époque. Ah, mais oui, je me souviens, vous étiez à 54. Et les trois autres ont abandonné. Oh, bah, désolé, on va pas commencer là-dessus. Cool. Je suis incapable de faire 54 aussi, de toute façon. On était 1500, j'étais content à l'époque. Ah oui, d'accord, 1500. Ah, donc c'est solide, donc ça dit un peu de ton niveau et c'est intéressant parce qu'au moins voilà, on sait aussi que t'es pas arrivé là-bas en touriste, t'avais déjà un beau pédigré, une bonne préparation, donc c'est quelque chose en tout cas qui est pas insurmontable pour toi à ce moment-là. C'est pas insurmontable, même si aujourd'hui après analyse, j'ai sûrement grillé un petit peu les étapes. Souvent on conseille quand même de faire un 100 km. Ah ouais, ok. C'est quand même un cap. Pour mettre dans le contexte la course, c'est une course de 175 km, donc évidemment, elle va pas se faire sur une seule journée. Comment ça se passe? Ça part d'où? Comment ça se passe? Retrait des desserts la veille ou l'avant-veille. Donc c'est à Vannes, hein, c'est ça? Exactement. Donc l'ultramarin, c'est à Vannes. Je rappelle à tout le monde, l'ultramarin, c'est une course qui fait le tour du golfe du Morbihan avec un départ de Vannes et une arrivée à Vannes. Et comme on traverse le golfe du Morbihan, il y a même une partie bateau en navette. Incroyable. Donc pour ma part, j'ai retiré mon dossard et la veille, je voulais pas aller le jour même pour pas être fatigué. Tout simplement, je voulais consacrer cette journée de départ à vraiment me Ouais. maximum. Le moins de pas possible avant le départ.
Voilà, parce que faut savoir qu'on part le vendredi à 19h. Ouais, ok, ça c'est intéressant ça. C'est-à-dire que très rapidement, la première nuit arrive, quoi. La première nuit arrive, après ils sont gentils avec nous parce que c'est fin juin et fin juin c'est Ok, il fait nuit tard. plus de soleil. Donc là, du coup, t'as le dossard, tu l'as pris la veille, et donc le lendemain, t'es sur le port de Vannes. Ouais. Donc moi pour ma part, je suis arrivé quasiment au dernier moment avant le départ parce que je voulais pas être dans la foule, il faisait relativement bon, il faisait pas très chaud mais il faisait relativement bon Ok. et je voulais pas me stresser pour rien, on sait qu'on part pour 175 km. Ah Non. oui. Mais je suis arrivé quand même assez tôt dans le sens où j'ai quand même ressenti cette atmosphère qu'il y avait sur le port de Vannes. Il y avait énormément de monde, mais vraiment énormément de monde. Donc voilà, je me suis placé au 3e rang, je crois. Ouais, parce que tu peux, à l'inscription, choisir le rang dans lequel tu veux être selon le niveau, pour pas que les moins bons soient devant et les meilleurs derrière, quelque chose comme ça. Exactement, il y a des SAS. Donc moi, j'étais dans le SAS 1, moins de 24 heures. Je voulais pas être dans les bouchons. Je sais que sur ce genre de course, il y a 1500 participants. On part sur le port de Vannes et moi, connaissant Vannes, étant Vannetais natif, je savais très bien que rapidement, on allait sur les petits chemins côtiers et que ça pouvait être rapidement les bouchons et je voulais pas être là-dedans en me disant au bout de 5 km, être déjà en train de marcher. C'est pas l'idée que j'en avais, nous. Ah ouais, tu peux avoir un faux rythme dès le départ, ok. Exactement. Ok, donc du coup là t'es parti, 19h, on y va. Dans ta tête, dans ton corps, t'es bien? Dans mon corps, je suis bien, même si je pense que je suis parti n'étant pas assez préparé. Pourquoi? Des choses de la famille qui ont fait que on a connu quelques semaines, quelques mois compliqués. Et du coup, j'ai voulu rattraper un petit peu ce retard sur la fin en faisant peut-être trop et en partant du coup avec des petits pépins, petit syndrome d'essuie-glace, ce genre de choses, un petit tendon douloureux. Donc, parti avec des petits bobos, mais quand même sur la ligne de départ. Ok. Donc, Ah, il y avait du monde au départ sur le port là? pendant 2 kilomètres, c'est incroyable. Ah ouais. J'ai participé à certaines courses. L'ultramarin n'a pas à rougir de son départ par rapport à des UTMB ou Diagonale des Fous, à son échelle, hein, à son échelle. Mais pendant 2 kilomètres, ouais, la chair de poule. Parce qu'il faut savoir, c'est que l'ultramarin, c'est pas une seule course. C'est plein de courses sur le même week-end. Il y a le grand raid, c'est celui que t'as fait, 175 km. Il y a le raid qui est à 100 km. Et après, il y a plein d'autres courses, le réveil ou l'éveil des ducs. Enfin, il y a à peu près 5 courses à peu près du vendredi au dimanche. C'est ça, il y a une marche nordique, il y a un 31 km, un 59 km, 70 km de nuit, un 100 km et un 175 km. Et c'est pour ça qu'il y a autant de monde, autant de ferveur C'est ça. sur le port. Le week-end, sur 3 jours, il y a quelque chose comme pas loin de 9000 coureurs, je crois. Et donc, ok, donc là, t'es parti. Ça y est, c'est le top départ. Top départ. Ok. J'entends encore mon copain me dire, Alex, fais attention, pars pas trop vite, etc. Et puis, pris dans le truc, T'inquiète. pris dans le truc, j'arrive au 14e kilomètre, au premier passage ravito, je m'arrête pas, je passe 57e, je crois. Donc, je suis parti sur des bases de 13 km/h, sachant qu'on part sur 175 km. Très ambitieux. T'as le classement en temps réel? On a des classements. En fait, il y a une application qui s'appelle LiveStrike et sur le LiveStrike, en fait, quand il y a des bornes, on peut savoir à peu près combien on est. Et ça te permet de savoir où toi tu es aussi, peut-être pour ceux qui veulent te voir courir, quoi. Exactement, et notamment pour la personne qui me suivait pour les ravitaux, c'est bien pratique. Ah oui, on en a pas parlé d'ailleurs. C'est quoi? C'est l'accompagnateur? Exactement, moi c'est Vincent, un ami qui me suivait. Il m'a suivi pendant de longues heures, jour et nuit. Ouais, on sait pas c'est quoi le plus dur en fait, entre toi et lui, entre l'accompagnateur et le coureur, quoi. Bah, c'est vraiment un duo, hein. Ouais, sans lui, tu peux pas finir la course parce que je crois que c'est la seule personne qui peut t'accompagner au ravitaillement, qui te suit tout du long en fait. Exactement, il y a 4 ravitaillements où il peut venir pour moi. Ça peut pour me masser les jambes, ça peut être pour me changer les chaussures, changer de t-shirt, avoir de l'alimentation, refaire mes flasques, ce genre de choses. Impeccable. Donc, premier ravitaillement, on l'oublie, on passe à côté. Je suis passé devant. L'instant présent, tout va bien, on y va. Sur l'instant T, je me dis cool, les gens me répondent. Sur la météo des émotions, t'es comment à ce moment-là? Entre orage et grand soleil. Ah, on est sur du Big Sun, hein. Ok, ça marche. Donc là, c'est une belle météo à ce moment-là. Premier ravitaillement passé, on continue. D'après Séné, on arrive sur des bases
aux alentours des 28 km, 29 km. Donc là, je me suis dit, je suis parti un peu vite, je vais me calmer. Je passe au 30e kilomètre, 72e, à 11 km/h de moyenne. Donc voilà, ça va. Là, par contre, je prends le temps de m'arrêter parce que Séné, il y a une grosse base. Pareil, ambiance de fou. Et donc là, en fait, parce que tu me parles de classement, donc là, à ce moment-là, toi, si tu parles autant de classement, c'est que vraiment, toi, t'es dans l'optique. Pour beaucoup, ça serait de finir. Toi, c'est de faire un temps, quoi. Finir pour tous ceux qui sont sur la ligne de départ, ça reste l'objectif. On y arrive ou pas. Il faut savoir que c'est une course qui n'a pas de grosses difficultés, mais qui est très sélective. Plus d'un tiers d'abandon. C'est pas anodin, un tiers d'abandon. Sur 1500, il y en a 500 qui mettent le clignotant. Dedans, il y a Ulrich. Il y a Hul dedans. Il y a moi. Et en même temps, même si t'abandonnes pas, si tu finis pas en un temps réglementaire, t'es disqualifié, non? Il y a quelque chose comme ça. T'as 42 heures pour faire la course. T'as pas le droit de la faire en 15 jours, ce que je veux dire. T'as 42 heures. 42 heures. Aïe. Mais mon vélo, je les fais pas. Tu connais un peu la Bretagne, c'est Bresvan. Hein. C'est marrant parce que je me suis fait la réflexion aussi et c'est vrai que je me suis dit, pareil, sûrement parce qu'on est de Vannes, c'est Brest-Vannes. Et on l'a tellement fait en voiture que de se dire que c'est ça à pied sur 2 jours. Et sans Chéri FM. Aussi, très compliqué. Là, ça allait un peu près. Puis... Attends, mais là, on n'est pas loin, là. Là, on n'est pas loin. Bah, là, t'étais où? Là, t'es à Séné, là. Là, je suis à Séné, 30 km. Heureusement que ça va encore, du coup, là. Donc ensuite, on continue, ça marche? Vas-y. Passage marathon, 42 km en un peu plus de 4 heures. Là, je commence à perdre des places parce que j'ai vraiment mis le frein à main. 172e, ça va toujours. Et je commence à trouver mon rythme. Donc, je fais pas forcément attention au dépassement ou aussi les gens que je peux dépasser. Parce que là, je perds plus de 100 places à ce moment-là. Donc, voir des gens qui fait que de te dépasser, ça peut mettre un coup au moral. Mais au contraire, je me dis, je commence à rentrer dans ma course. Le soleil commence doucement à tomber. Et là, j'appréhende la nuit. Parce que la nuit, tu l'anticipes. Tu sais à peu près où est-ce que tu vas faire un stop. Où est-ce que tu vas courir la nuit? Est-ce que tu vas faire une petite sieste? Comment est-ce que tu l'anticipes cette nuit-là? Pour moi, c'était une grande première de courir la nuit. J'avais fait que des courses de jour jusqu'à présent. Je l'appréhendais dans le sens où je ne voulais pas attraper froid. Se retrouver seul dans un chemin quelques heures. T'as le temps de faire un point sur ta vie. Waouh. Ah oui. Donc voilà, 58e kilomètre. Là, je prépare vraiment la rentrée dans la nuit. Ça fait 6 heures de course. Et là, je pars sur des bases entre 8 et 10 km/h. Donc là, je commence à alterner pour la nuit des portions de marche et des portions de course à pied. Ok, t'alternes. Ouais, ok. Oui, parce qu'en même temps, je suis pas sûr que courir tout du long, ce soit judicieux. Bah en fait, c'est le problème sur cette course, c'est que le fait que ça soit plat, on a tout le temps envie de courir. Donc il y a 175 bornes. Là, je suis déjà à 60 bornes. Et ça se pique un peu. Toi, Fab, qui commence à se mettre sur la course à pied là avec tes TikTok et tout. Là, j'ai cru savoir que tu avais fait un petit 30 bornes là ce week-end On s'y met. dans le coin à Guipava. Bon, bah, tu vois ce que ça donne 30 bornes. Bah, imagine à 60 bornes et il t'en reste 115 derrière. Je cache pas que, oui, après les 30, j'étais rincé. Rien que de faire le double, je pense que j'étais pas capable. Alors faire le quadruple ou pire, non. Et donc là, moi, petite question par rapport au dénivelé, là, les 60 premiers kilomètres, on est comment? On est sur du plat, ça monte un peu? Il y a très peu de dénivelé, il disait, non? Il y a très très peu de dénivelé sur la course. Ok. Il y a quasiment rien. En fait, c'est une diagonale des fous sans dénivelé. C'est vraiment, je crois que c'est ça, c'est 170 ou 180 en plus la diagonale. Donc en vrai, c'est une diagonale facile, quoi. Mais détrompe-toi, moi, je connais des gens qui ont fait la diagonale des faux qui ont abandonné sur l'ultramarin. Oh la vache. Ah oui. Et sur l'ultramarin, là, cette année, le record en 2024 a été pulvérisé par Freddy Prigent, qui est en équipe de France. Il l'a terminé en 14h30, je crois. Les 175 km C'est un extraterrestre. en 14 heures? Il termine en 14h30. Derrière, quelques mois après, il est champion d'Europe ou champion du monde, si je te dis pas de bêtises, du 24 heures. C'est une machine. Donc du coup, on continue. Là, t'attaques la nuit. Là, j'attaque la nuit, je mets la frontale, j'ai mis le kawaii, la double peau. Là, je sens que je rentre vraiment dans la course où je me retrouve vraiment seul avec moi-même. Et les heures passent et je sens que mon corps, il est de moins en moins bien. Là, on est plus sur le Big Sun 28 degrés, tu vois. Et psychologiquement, en plus d'avoir moins de foule, ouais, t'as moins de coureurs aussi, quoi. Parce que forcément, ça s'étend. Donc t'as moins de volonté, enfin t'as moins, comment dire, d'encouragement même des coureurs. T'es tout seul, quoi. J'ai passé la nuit tout seul dans le noir avec ma frontale dans des chemins. T'entends la mer, donc t'imagines qu'elle est là, mais tu la vois pas. Tu passes dans des chemins à moitié de forêt, etc. Mais en fait, t'as pas de notion de distance. Tu regardes ta montre, tu dis bon, encore 15 km pour le prochain ravitaillement, mais ça dure une plombe. Et puis il y a l'humidité qui tombe, donc ton corps il réagit aussi à tout ça.
Mais c'est pas comme en voiture, quand il fait nuit, t'as pas l'impression d'aller plus vite, que ça passe plus vite en tout cas? Moi, ça m'a pas fait du tout ça. Yes, nickel. Ulrich, tu voulais dire un truc? Non, mais je me demandais, tu ne peux pas te tromper de chemin. Je me Alors, dis, genre, ouais, c'est bien balisé parce qu'en fait, tu dis, imagine, tu cours dans le vide. Énorme somme. le chemin est balisé, donc c'est soit des rues balises rétro, tu couperas Je sais ça. pas, mec. Non, mec. On l'a compris. Un truc qui fait de la lumière. Soit il y a des rues balises, ou soit il y a des flèches pour nous indiquer le chemin. Rubalise, c'est un vrai mot ça? C'est quand t'es enrhumé, non? Non, c'est le chantier. Je crois que c'est un médicament pour le Ouais. rhume. J'avais un rubalise la dernière fois, il y débouché. Et des bandes réfléchissantes également, donc qui indiquent le chemin. Là, dans la nuit, t'es quasiment à 10-12 heures de course. Faut bien quand même regarder où on met les pieds et lever la tête pour justement pas se perdre, pas se tromper de chemin, parce que par moment, il faut pas aller tout droit, il faut tourner à droite. Ah, parce que tu peux même te perdre si tu fais pas attention, quoi. Si tu fais pas attention, tu prends pas le bon chemin. Hein. Ça, justement, ma question, c'est est-ce que tu peux faire ce genre de dose qui te met dans une sauce pas possible, quoi? Après, les plus préparés, souvent, ils mettent la trace GPS dans leur montre. Et du coup, s'ils vont pas au bon endroit, leur montre peut vibrer. La montre, elle doit coûter 12 000 euros. On est dans le sport bling bling, là, ça, c'est pas ma cam du tout, ça, les On gars. pas de ça, nous. Ça, c'est pas mon sport. Non, bonne montre, c'est entre 500 et 900 euros. Ouais. Il faut obligatoirement une bonne montre, même si elle fait pas forcément le GPS, pour une course comme ça? Pas forcément. Moi, je pars du principe qu'il faut s'équiper au fur et à mesure. Enfin, quand t'arrives sur une course comme ça, normalement, t'es au bout du fur et à mesure, quand même. Oui, mais bon, t'es pas obligé de prendre parce que ça, c'est pareil. Le trail commence à avoir tout le marketing qui va autour et il faut pas forcément rentrer là-dedans. Il faut faire en fonction de tes envies, de tes moyens, surtout de tes moyens. Et puis après, selon aussi si tu le fais qu'une fois, bon, alors que si tu vas courir régulièrement. Forcément, tu prends pas forcément le même équipement. Mais non, je pense qu'une bonne montre, ça reste quand même le nerf de la guerre, c'est important. Il faut qu'il y ait de l'autonomie. Et puis après, ça dépend de chacun s'ils veulent la musique, le GPS, le machin, bref. Ça dépend. Et donc là, ce qui est intéressant à ce moment de la course, tu as dépassé ton record de distance. Donc là, c'est la découverte pour toi aussi. Comment ton corps va réagir au kilomètre qui reste. À savoir qu'il reste 100 bornes. Donc là, je suis quasiment à 12 heures de course. Tout à l'heure, j'étais 57e, puis 72e. Là, je suis 365e. Ah, le moral, il prend un coup, là. Il prend un gros coup. Et c'est surtout que sur la fin de la nuit, au petit matin, je commence vraiment à plus être bien au niveau des jambes. Aïe. Je sens qu'il y a un truc qui va pas. Et je n'ai qu'une attente, c'est vraiment d'arriver à Arzon, le prochain ravitaillement, où on peut se poser, on peut dormir, il y a des kinés, il y a des plats chauds. Et surtout, il y a mon pote Vincent qui m'attend. Ok, donc là, on commence à avoir les premiers signes qui font pas plaisir. Donc là, j'arrive à Arzon, vraiment pas bien. Et donc là, on est sur une nuit blanche. Nuit blanche, ouais. Ok. On est sur une belle nuit blanche, à savoir que la veille, j'ai pas hyper bien dormi non plus. Je pense une appréhension, l'inconscient en fait, je pense. Donc j'avais pas hyper bien dormi la veille. Et puis là, ouais, grosse nuit blanche. Donc j'arrive à Arzon, je vois mon pote. Et là, je suis resté, je pense, plus d'une heure. Ah ouais. Ouais, j'ai pris le temps d'essayer de me refaire une santé tout simplement parce que j'étais vraiment au bout du rouleau. Ah mais ok, donc sachant que tu sais qu'il te reste plus de la moitié. À ce moment-là, il me reste 85 bornes, ouais. Et donc du coup, tu repars. À un moment donné, il faut bien repartir. Je repars en trouvant un acolyte de course. Donc on arrive à repartir ensemble et là on prend le bateau quelques kilomètres après. À savoir que quand on prend le bateau sur cette course-là, les gens disent beaucoup que tu montes dans le bateau et quand tu descends du bateau, c'est un deuxième départ. Ok. Je sais pas si c'est bon signe du coup ça ou. Pour moi, ça a été un super bon signe. Je me suis posé pendant une heure. Tout ce que j'ai mangé, je sens que ça fait du bien à mon corps. J'avais fait quelques straps par rapport à mes petits bobos, à mes douleurs. Par chance, jusqu'à présent, toujours pas d'ampoule. Pas de problème de ventre. Ouais, c'est vrai que les problèmes gastriques, ça arrive souvent pendant les courses, ouais. Faire caca derrière un arbre, ça arrive à plus d'un. Waouh. Moi, j'ai déjà fait, j'étais pas en course. Hein. Encore vaut mieux que ça arrive à 4 dumes le soir plutôt qu'à 11h30 l'après-midi, juste avant midi en pleine journée, quoi. Ça fait partie du trail et ouais, le jour se lève et tout. Et là, franchement, je me sens beaucoup mieux. On descend du bateau et là, on se met un truc en place tous les deux. On alterne course et marche, mais de façon vraiment assez stricte. Donc, on partait sur du 2 km course et 500 mètres marche, si je te dis pas de bêtises. Donc, ok, comme ça, tu perds pas de temps. on perd pas trop de temps. Ça permet d'avancer quand même. Ça reste voilà, surtout, ouais, ce que je veux dire, ça permet de pas t'arrêter surtout, quoi. C'est ça. Donc là, on part sur des bases beaucoup moins élevées que mon départ. On est sur du environ 8 km/h de moyenne. Alternance marche et course. Et donc là, tout se passe comment à ce moment-là, vu que t'es reparti sur de bonnes bases? Ça se passe mieux, ça repart.
et ça repart plutôt bien jusqu'au 140e kilomètre. 140, ok. Il reste 35 km, quoi. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce fameux 140 km? La course aurait dû faire 140 kilomètres. Là, mon corps, il a fait on, Quoi, comme ça? comme ça. Aïe. Il Et n'y a plus rien, il y a plus de piles. ouais, mais plus de batterie, il n'y a plus rien. Et une batterie sur ton portable, c'est pareil. Ok. Sauf que là, il reste quand même 35 km. Et là, une galère. Mais une galère. Et ton pote, il reste avec toi? Lui, il a abandonné entre-temps, donc j'étais tout seul. Ok. On avait loupé cette étape-là, là. Lui, il avait déjà rendu les armes. Il a abandonné parce que il se sentait pas bien. Je pense qu'il a fait une petite hypo, tu vois, c'est des choses qui peuvent arriver. Ce genre de course, tu oublies parfois qu'il faut vraiment boire, manger, prendre autant de salé que de sucré. Il faut penser vraiment au salé parce qu'on a des grosses pertes en sel. Et lui a abandonné, donc ouais, je me retrouve tout seul. Mais jusqu'au 50 km, plutôt bien. J'arrive encore à courir marche et course alternée. Et je me dis toujours que c'est possible de le faire en 24-25 heures à ce moment-là. Ok, ouais, ok. Mais c'est quoi les symptômes? Ça s'arrête, quoi? C'est les jambes se bloquent? Qu'est-ce qui se passe? Au 100e kilomètre, je croisais du monde sur la route. Il me disait, mais c'est incroyable, vous avez encore une foulée et tout. Ouais, j'étais vraiment bien. Et d'un coup, mon corps, quand je te dis, il m'a dit stop, c'est que c'était incompréhensible, quoi. Il m'a dit stop. C'est le cerveau à ce moment-là qui joue beaucoup aussi, non? C'est là où j'ai le plus appris sur moi. Je n'ai jamais ressenti une douleur dans mon corps comme j'ai connu. Et là, t'as le temps de réfléchir. Tu te dis, je mets le clignotant. Parce que pourquoi se faire mal? Il faut faire attention, c'est pas anodin de courir de 175 km. Ou je serre les dents et j'y vais. Vous savez, il s'est passé certaines choses sur les mois et semaines précédentes. Vous connaissez un petit peu ma vie, vous savez que j'ai eu Des petites galères, ouais. une maladie plus jeune qui s'appelle le syndrome de Guillain-Barré, où j'ai été dans un fauteuil roulant, où j'ai réappris à marcher, etc. Donc on repense à tout ça à ce moment-là. Ouais, bah, ce qu'il faut savoir, pour préciser un peu plus, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé un jour pour Alex, du jour au lendemain, sans aucune explication, les jambes d'Alex ne fonctionnaient plus. Il s'est retrouvé du jour au lendemain en fauteuil roulant, sans même savoir pourquoi. Il n'y a pas eu d'accident, il n'y a rien eu. Et si je dis pas de bêtises, d'ailleurs, ça a duré quelques semaines et t'as retrouvé tes jambes quelques jours avant Noël. C'est à peu près ça, ouais. C'est à peu près ça. Ça s'appelle le syndrome de Guillain-Barré. Quand on fait des recherches un petit peu, il y a quelques footballeurs pro à qui ça arrive. Ça vient aussi d'une Ce qui est incroyable, parce que du coup, t'as jamais été footballeur pro. Même si, on a tout fait pour. Moi, je peux pas dire les croisés, je dis pas. Voilà. Moi, je peux. Lui, il s'est fait les croisés. Voilà. Pourtant, il était à deux doigts Enfin, il a pas percé du tout, de toute façon. On fera un point sur la carrière de Hull plus tard, hein, sur la carrière footballistique. On va réserver une bonne minute. Du coup, voilà, on a eu quelques mois et semaines compliquées avant le départ de la course. J'ai eu cette réflexion aussi par rapport à ma maladie quand j'étais adolescent. Et là, clairement, je me dis, je serre les dents et j'y vais. Et là, pendant 35 kilomètres, ça a été les 35 plus longs kilomètres de ma vie. Je n'avançais plus à rien, je n'arrivais plus à tendre les jambes. T'as le droit d'avoir de l'aide de ton accompagnateur à ce moment-là? Normalement, non. Il faut savoir qu'il a fait les 20 derniers kilomètres avec moi. Ok. Et heureusement qu'il était là parce que sans lui, je suis pas sûr que j'aurais fini. Et normalement, non, ça veut dire que si tu l'as fait, c'est quoi? C'est disqualification ou en fait, c'est... Je suis pas un élite, donc, mais pour les élites, ça c'est disqualification. Ouais, toi, à ce moment-là, c'est plus une expérience personnelle que tu as envie de terminer, peu importe dans quelles conditions, mais l'idée, c'est plus de finir. Le classement, la qualification ou non, on s'en fiche un petit peu, quoi. Sauf que moi, mon idée de départ, quand j'ai pris le départ, m'était mis en tête, allez, 24, 25 heures, je pense que ça peut passer jusqu'à 28. Le seul truc que je voulais pas, c'est rallumer une deuxième nuit, la frontale. C'était hors de question. Tu l'as vu dans le 1000, ça a pas loupé. La frontale, pour faire 35 kilomètres, je crois que j'ai mis plus de 11 heures. Oh là là. Je marchais en moyenne, là j'ai le truc sous les yeux, tu vois. J'ai marché à 2,3 de moyenne par kilomètre et j'ai fait un pic à 3,4. Donc ça fait entre 18 et 25 minutes le kilomètre. Donc je faisais 2 kilomètres par heure. C'est un peu comme Hull après 10 km, tu vois. En vrai, c'est pas mal, hein. Quel cauchemar. Et donc, du coup, tu termines cette course dans ces conditions qui sont déplorables, quoi. Et après c'était marrant parce que j'avais Wow. d'autres qui étaient sur le bord de la route. Par chance, ils m'ont soutenu, ils m'ont pas lâché, ils m'ont dit allez, c'est bon Alex, tu vas terminer, etc. Petite pause pizza à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Là, le chrono était vraiment secondaire et l'idée c'était vraiment de réussir à terminer. Ouais, de se prendre un peu de plaisir et un peu de réconfort aussi mentalement, quoi. C'est ça. Mais à ce moment-là, il y a beaucoup de monde derrière toi? À ce moment-là, il en reste encore un paquet derrière moi parce que ça arrive jusqu'au dimanche midi. Donc oui, il y a encore un petit peu de monde.
Et là, pour remettre en condition, on est le samedi soir. On est dans la nuit de samedi à dimanche. C'est ça. Et tu Et finis, tu finis avec ton accompagnateur en marchant. je finis avec mon accompagnateur en marchant et en m'arrêtant à peu près tous les 500 mètres parce que j'en pouvais plus. Et sur la fin, moi je connais un peu Vannes, on arrive vers Conlo, tu te dis bon, il te reste 3 kilomètres. Alex, ça serait bien d'arrêter de marcher puis de franchir cette ligne d'arrivée. Et donc là, à ce moment-là, quand tu arrives, quelle heure il est? J'arrive, il est quasiment 3 heures du matin, je crois. Ouais, donc t'arrives, il y a même personne pour t'accueillir. Il reste Jean-Louis de la Buvette qui a déjà fermé depuis 1 heure. C'est quoi? Non, il y avait encore les speakers et puis ouais, il y avait juste mes proches, la personne qui m'a accompagné, mes petits cousins qui étaient là. Donc ils étaient 4-5 sur la ligne d'arrivée et ça a été une belle arrivée parce qu'une arrivée en famille et voilà, je me suis vu remettre cette médaille Allez, magnifique ça. et j'ai fini en 33 heures. Bah écoute, déjà bravo, hein. Et quand on finit à ce moment-là, est-ce qu'on se dit plus jamais? Est-ce qu'on se dit je la retente? Bizarrement, je mets mon pied sur la ligne d'arrivée et dans ma tête, je sais que je vais la refaire. Alors, l'échec, on peut l'occulter. Moi, j'ai eu le temps de l'analyser. Parfois, il y a des contradictions qui peuvent rentrer là-dedans. Je pense que je me suis aussi un peu menti à moi-même quelque part parce que j'avais pas la meilleure des préparations physiques, parce que mentalement, j'étais pas peut-être assez prêt pour aller sur ce genre de format de course. Mais l'échec n'est pas toujours dû au hasard. Et là, je pense que vraiment, j'avais pas la meilleure des préparations et que c'est aussi pour ça que c'est un échec parce que je pense qu'au fond de moi, j'ai les capacités de faire beaucoup mieux. Pour autant, il faut pas oublier que j'ai quand même franchi la ligne d'arrivée et que ce n'est pas anodin. Et c'est quoi les conseils que tu donnerais à Alex avant cette course l'année dernière pour réussir dans les meilleures conditions cette course? Est-ce que déjà ça serait de la faire ou est-ce que ça serait de dire t'es pas prêt là? Moi, ça m'a fait du bien de la faire. Ok. Ça m'a fait du bien mentalement. Tu sors d'une course comme ça, en ayant galéré comme ça, en ayant des semaines et des mois comme j'ai pu vivre avant, je me suis senti fort en sortant d'ici. Je me suis senti fort, j'ai l'impression de mieux me connaître, j'ai l'impression de mieux me comprendre, de mieux comprendre aussi les gens, parfois les réactions des gens. Donc ça m'a fait énormément de bien. Maintenant, si aujourd'hui tu me disais, Alex, tu dois refaire cette course, qu'est-ce que tu mets en œuvre? Peut-être un peu moins de bienveillance. Toi, je m'entraînais, je savais que j'avais des petits bobos, donc je faisais attention, tu vois. Un peu moins de bienveillance et plus de régularité, mettre vraiment des choses en place, m'y tenir et pas me dire je ferai ça demain ou tu sais un peu procrastiner, tu vois. Donc ouais, plutôt mettre vraiment un vrai plan d'entraînement avec les contraintes que j'ai parce que comme vous, je bosse pas mal, j'ai une vie de famille à côté. Tout le monde ne comprend pas ce qu'on fait et parfois on le fait aussi un peu pour toi. Moi, ma femme, elle comprend pas toujours pourquoi. Elle me dit en fait c'est toujours plus quoi. Tu peux faire un marathon. T'es pas obligé de faire 4 marathons. Mais ça, c'est un peu le problème que beaucoup de ultra trailers ont, et c'est un peu d'ailleurs le running gag. T'as fait tout ça pour un t-shirt. Alors qu'en fait, ouais, mais c'est plus que ça. On voit bien. Oui, voilà. Bah tiens, quand on parle du t-shirt, il est en train de nous le montrer actuellement. Et d'ailleurs, il est sympa. Jamais porté. C'est dommage. Mais au final, comme tu l'as dit avant, en fait, cette course-là, au-delà d'une épreuve physique, c'est une thérapie. On dirait que ça a été ton psychologue presque. Franchement, voilà, c'est ce que ressors aujourd'hui, que j'en retiens. C'est vraiment que ça m'a fait un bien fou, mais mentalement plus que physiquement. Mais ça, je te le dis avec le recul, après quelques semaines, après quelques mois. Je t'aurais peut-être pas dit ça le lendemain, mais non, je me connais un peu mieux. Ouais. Ok, bah écoute, incroyable. Hein. J'espère que ça a donné des idées à certains ou qui nous écoutent. L'expérience avait l'air d'être incroyable sur le papier. Au départ, ça fait pas tant que ça rêvait, en tout cas pour notre part. Moi, tu me parles d'une course aussi longue, c'est merci, au revoir. Et puis finalement, on se rend compte que c'est bien au-delà de l'effort physique, quoi. Pour ceux qui veulent se mettre à la course à pied et peut-être sur ce format de course, allez-y. Pensez à vous aussi, parce que j'estime que pour être bien avec les autres, il faut être déjà bien soi-même. Préparez-vous. Ne prenez pas ça comme un défi, comme on peut faire pour un marathon ou un semi-marathon. Il faut quand même se préparer. Il faut se préparer physiquement, mais aussi mentalement, je pense, pour ce genre de format de course. Et pour les accompagnateurs, les conjoints, les conjointes, soutenez votre conjoint et conjointe dans ce pari qui peut être un peu fou pour certains, mais pour autant qui est essentiel pour la personne qui le fait, je pense. Et puis je pense que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que de par ce discours, ça permet de ne pas polluer ton cerveau à ce moment-là, alors que tu as vraiment besoin d'être au max de tes capacités, d'être vraiment, s'il y a quelque chose qui va venir justement
te mettre un petit frein sur cette motivation, en fait, c'est dommage, quoi. Faut vraiment y aller dans un état d'esprit où tu veux tout défoncer, que tu sais que tu as du soutien à côté de toi. T'as souffert des réactions des gens sur ton score ou sur ton semi-échec ou pas du tout? Tu l'as fait pour toi et peu importe ce que les gens pensent? C'est pas anodin de faire 175 km, donc personne m'a chambré. Après, oui, c'est un petit peu chambré parce que faire 35 bornes en 11 heures, si tu veux. Même moi, je chambre pas là. Ulrich, il a fait pareil, pas blessé. Et non, dans l'ensemble, ça va. Je veux pas l'occulter, l'échec. Je vais m'en servir parce que j'ai eu la chance d'obtenir un dossard pour la 20e année, qui est une année anniversaire pour l'ultramarin. Ça a été compliqué à avoir un dossard, hein. Tu peux raconter un petit peu comment on l'a ce dossard? Parce que c'est pas une course qui est, oui, c'est limité en termes de participants. C'est ça, c'est limité à 1500 participants. Pour cette année anniversaire, l'organisation a fait le choix de proposer la moitié de dossards à partir de midi et l'autre moitié des dossards à partir de 20h. Et ça n'a pas été simple. Je pense que ça a fait des déçus parce que la façon dont ça a été expliqué, la façon dont ça s'est réellement déroulé peut faire des déçus. Je pense que l'organisation va en prendre note et va faire différemment pour l'année prochaine en tout cas. Mais après, sur le reste, sur l'organisation, il n'y a pas grand-chose à dire. Et puis, à part un grand merci aux bénévoles. Celles et ceux qui voudraient participer, la seule possibilité maintenant, je crois, ce serait une bourse au dossard. Ceux qui ont pris un dossard mais qui ne pourront pas la faire peuvent revendre le dossard. Donc il faudra aller sur le site de l'Ultramarin et espérer peut-être qu'un dossard se libère, que ce soit sur la grande course, le grand raid, le raid ou les autres courses d'ailleurs. Ce sera maintenant la seule solution pour avoir un dossard, si je dis pas de bêtises. Exactement. Bah Alex, déjà merci. J'espère que ça vous a plu à tous ceux qui ont écouté cette histoire et cet échec. Ça peut être un échec pour certains, pas du tout pour d'autres. Donc on va dire que toi Alex, on est sur un demi-échec. On est sur un demi-échec et on en reparle fin juin, début juillet pour le moins de 24 heures. J'annonce. Ok, nickel. Donc c'est bon, les objectifs sont là. L'objectif a été annoncé, moins de 24 heures. Écoutez, on vous tiendra au courant évidemment de cette course qui va arriver à grands pas. On te souhaite du coup un bon entraînement, une bonne préparation physique et mentale, avec plus d'expérience du coup cette année. Donc je sais où je mets les pieds. Hul, un petit mot? Eh bien, je ne ferai jamais cette course. Voilà. Venir vous regarder, ça va me gonfler. Bon courage à toi, Ulrich, Alex. ouais. Si tu cherches un accompagnateur, tu n'appelles pas Hul. Hein. Non, il pourra pas. Quel cauchemar, on est des zinzins, les gars. C'est pas possible. Mais en tout cas, maintenant, je pense que t'as toutes les clés, là. Ça doit le faire, tu vas nous claquer une grosse perf, là. Bon, en tout cas, merci à toi, Alex. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, Spotify, YouTube, Twitch. En bon boomer, on a créé la page Twitch. On sait pas du tout l'utiliser encore, mais promis, on va y arriver. Et Instagram, on se dit à très vite pour un prochain invité. On ne spoil pas, mais je vous garantis que ça va être tout aussi intéressant et incroyable. À bientôt, à très vite même, et bisous à tout le monde. Allez, salut tout le monde. Bisous, bisous. Ciao. Podcast de Fab et Hul. Ici l'échec c'est notre boulot, donc t'as pas le droit de te sentir nul. Raconte-nous tout, ça te fera du bien. En rigolant c'est encore mieux. Prendre des risques c'est notre quotidien. Après l'échec tout est fabuleux. Bienvenue dans le fabuleux show, le podcast de Fab et Hul. Ici l'échec c'est notre boulot, donc t'as pas le droit de te sentir nul. Raconte-nous tout, ça te fera du bien. En rigolant c'est encore mieux. Prendre des risques c'est notre quotidien. Après l'échec tout est fabuleux. Podcast de Fab et Hul. Ici l'échec c'est notre boulot, donc t'as pas le droit de te sentir nul. Raconte-nous tout, ça te fera du bien. En rigolant c'est encore mieux. Prendre des risques c'est notre quotidien. Après l'échec tout est fabuleux. Bienvenue dans le fabuleux show, le podcast de Fab et Hul. Ici l'échec c'est notre boulot, donc t'as pas le droit de te sentir nul. Raconte-nous tout, ça te fera du bien. En rigolant c'est t'auras du bien. En rigolant c'est encore mieux. Prendre des risques c'est notre quotidien. Après l'échec tout est fabuleux.
Après l'échec, tout est fabuleux.